Les Transition Talks, c'est un podcast sur la transition écologique au Luxembourg qui vous donne rendez-vous tous les mois pour en découvrir des initiatives inspirantes existant déjà dans le pays. Ce podcast est coproduit avec l'ASBL Transition Minette et la radio ARA en collaboration avec le CEL. Bonjour, je suis Yasmine et aujourd'hui nous avons deux invités avec nous pour les Transition Talks, Maëlle Le Petit et Frans Azeri. Bienvenue. Merci. Bonjour. Maëlle, tu es bretonne, habitante de Esch depuis 5 ans et tu travailles à la Kulturfabrik. Tu es aussi engagée dans le mouvement de la Vélorussion à Esch. Oui, tout à fait. Donc la Vélorussion Esch, c'est un mouvement inspiré du grand mouvement international Critical Mass qui a débuté dans les années 90 aux États-Unis, qui se développe depuis les années 2000, on va dire, en Europe. Moi, habitante et étudiante à Lille, j'ai découvert donc la Vélorussion dans cette grande ville étudiante et je l'ai ramenée en fait ici à Esch, notamment grâce aux rencontres en fait avec les habitants des projets donc de Transition Minette et de Facilitech et de la MESA. Et depuis donc 2018, nous faisons des Vélorussions à Esch et cette année, ce sera la 5e, le 20 mars. Tu veux peut-être nous dire aussi 2 mots sur la Kulturfabrik quand même, qui est aussi un lieu important à Esch? Oui, la Kulturfabrik, c'est un centre culturel mythique donc, du sud du Luxembourg et de la grande région notamment. Et donc c'est un lieu multiculturel dans le sens où on a beaucoup de disciplines différentes en fait. On va de la musique actuelle à l'expression artistique, contemporaine, à la danse, au théâtre. On est vraiment dans la diversité en fait des différentes disciplines artistiques. On est un lieu ouvert également avec un lieu de vie, un bar, un restaurant, un cinéma, des studios d'enregistrement pour les groupes de musique luxembourgeois. Donc c'est un lieu vraiment mythique ici localement et qui a un rayonnement transfrontalier. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire juste un petit peu concrètement, la Vélorussion, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous organisez une Vélorussion? Parce que nos auditeurs, je ne sais pas si toutes et toutes connaissent le mouvement vraiment. C'est vrai. Donc Vélorussion, si on veut raccourcir les choses, on peut faire un acronyme entre la révolution et le vélo. Et donc nous, on prône vraiment le transport au quotidien grâce au vélo. Donc c'est vraiment un moyen de déplacement, mais aussi un moyen pour aller faire ses courses, pour aller chercher ses enfants à l'école. Donc aussi, on fait la promotion de la diminution du dioxyde de carbone dans les villes, l'amélioration de la qualité de vie et aussi on essaie de promouvoir la diminution du trafic routier. Donc avoir moins de voitures en centre-ville, plus d'espace pour les cyclistes et pour les piétons pour améliorer la qualité des habitants. Super. Frans Azeri, tu es co-gérant et administrateur de la coopérative Life avec ses divers services et ses activités de solidaires et participatives, notamment Il Negozio Solidare, car sharing de couple, car sharing de Life Coop. Oui, Life Coop s'est créé en 2014. On a une ASBL qui s'appelle aussi Life ASBL. Et depuis une vingtaine d'années, on a partagé des voitures dans Life. Et puis, on a décidé ensemble de faire une économie sociale et solidaire dans une coopérative. Beaucoup de gens m'ont demandé à l'époque qu'est-ce qui va changer. Mais nous pouvons maintenant payer la TVA, ce qui n'était pas avant. Et on est une vraie petite entreprise. Et on fait la déclaration d'impôts, la déclaration de TVA. Et on fonctionne comme une vraie petite entreprise. L'idée du car sharing, c'est comme le mot dit, car, voiture, voiture partage, partage voiture, c'est que les gens n'ont pas besoin d'avoir une voiture personnelle. Aussi, l'idée, c'est pas seulement écologique, mais surtout sociale. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter une voiture au Luxembourg, même si Luxembourg est un pays très riche et beaucoup de gens ont 1, 2 ou 3 voitures. Il y en a qui ne veulent pas de voiture, il y en a qui ne peuvent pas avoir de voiture. Et pour ne pas priver les gens qui ne peuvent pas avoir de voiture, on mutualise l'autopartage. On mutualise les frais et les réparations et tout ce qu'il y a derrière une voiture. Si une personne doit payer une voiture, ça coûte 100% de dépenses. Si 4 personnes partagent une voiture, ça fait déjà 25%. Une personne qui a besoin d'une voiture, par exemple, 10 fois par année, il aura déjà ce budget de plus pour vivre. Oui, c'est clair. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit devenir coopérateur dans la coopérative ou est-ce qu'on peut venir prendre une voiture pour un week-end comme ça? Comment ça fonctionne concrètement? Nous avons différentes possibilités.
il y a des gens qui deviennent coopérateurs. Les gens qui sont coopérateurs n'ont pas besoin de prendre une carte membre. Si on veut avoir la voiture et on n'est pas coopérateur, la carte membre est 2,50 € par mois. Mais seulement le mois où on utilise la voiture. Ça veut dire si maintenant, en mars, j'utilise la voiture, je paye 2,50 €. Si je l'utilise 3 fois, je paye une fois 2,50 €. Si je prends une part coopérative, c'est 25 € pour la vie. Oui, donc c'est quand même vraiment pas cher parce qu'au final, pour une année, c'est 30 € de carte membre par mois. Mais ça pourrait être même moins si on n'utilise pas la voiture pendant un mois, par exemple. Voilà. Mais c'est que chacun choisit soi-même. Il y en a qui disent, moi, je veux être très tranquille et je prends une carte. C'est aussi plus gai pour certaines personnes d'appartenir à la coopérative. Oui, bien sûr. Donc, vous avez des réunions régulièrement, vous vous retrouvez pour discuter un peu de la coopérative, comment ça fonctionne? Non, on n'a pas de réunion. Les gens viennent avec leurs idées et les partagent en venant. La voiture était sale. Peut-être il faudrait changer la prochaine fois quelque chose. Parce que les réunions, les gens ont déjà plein de réunions. C'est pas faux, surtout en ce moment, des réunions Zoom. Voilà, il y a des réunions pour tout. C'est un projet participatif. Au lieu de réunion, les gens peuvent participer directement en proposant quelque chose. Le Luxembourg, un paradis de la voiture, titrait le RTL en 2019. Et en effet, chaque matin au Luxembourg amène son balai de trafic routier. Quand on sait que le pays a un taux extrêmement élevé de possession de voitures en Union européenne, 670 voitures pour 1000 habitants, cela inclut aussi les enfants, et que le taux d'occupation des voitures le matin reste quand même très bas, 1,16% pour le Luxembourg et 1,22 personnes par voiture pour les frontaliers, on se demande comment réduire ce trafic, ces bouchons et la pollution qui va avec. Quelles sont les solutions qui existent? Tu me demandais, Yasmine, donc qu'est-ce qu'on faisait le jour de la Vélorussion? Et ça répond un peu à cette question par ce nombre important, imposant de la voiture en fait, et de l'espace que ça prend, et du nombre et de la quantité de CO2 émis. Donc le jour de la Vélorussion, en fait, on appelle un rassemblement des cyclistes. Mais les cyclistes, ça peut être le cycliste du dimanche, le VTTiste, les enfants, les familles, mais aussi les personnes qui utilisent le vélo comme moyen de transport. Donc c'est toutes les personnes sensibilisées au vélo. Donc on se rassemble le temps d'une dizaine de kilomètres pour s'imposer en fait et récupérer l'espace routier, montrer qu'on est là et aussi sensibiliser sur l'infrastructure, ou les points importants qu'il faut améliorer, mais aussi faire sentir le cycliste en sécurité. Donc pour les femmes, elles nous disent souvent qu'elles n'osent pas utiliser le vélo sur la route parce que on doit s'imposer face à ces boîtes en métal qui sont très protégées. Nous, on est juste un corps sans sécurité sur le vélo. Je voulais rajouter aussi que pour répondre à cette question, il n'y a pas 36 solutions. On essaie de décourager l'utilisation de la voiture et aussi, on soutient les transports en commun, mais on souhaite qu'ils soient plus performants. Donc ils sont gratuits maintenant, mais ils ne sont pas assez utilisés. Et moi, on me dit souvent qu'on est plus rapide en voiture qu'en prenant les transports en commun. Donc c'est peut-être toute une réorganisation des transports en commun à réaliser au niveau local, mais aussi national, pour rendre ce service plus performant. Et il faut aussi sérieusement réfléchir aux moyens de peut-être avoir moins de voitures dans les centres-villes et donc limiter leur accès, soit en mettant des parkings à l'extérieur, mais aussi en développant donc des pistes cyclables, des transports en commun dans l'hypercentre, pour améliorer toujours la qualité de vie des usagers, de la population. L'usage du vélo aussi doit être encouragé au maximum. Nous, on prône l'éducation et la pédagogie des élèves, des étudiants. On est soutenu par ProVélo, qui est une ASBL très ancienne au Luxembourg et qui fait aussi des cours pour les adultes pour se réhabituer à l'utilisation du vélo en ville, parce que les codes aussi de la route changent et les attitudes aussi sur les routes changent. Donc il y a aussi les véloquets qui sont utilisés par les étudiants, beaucoup, même par les jeunes en fait qui n'ont pas encore le permis. Donc ça, c'est un super service du Siegel, mais encore une fois, ça a été critiqué par les politiques qui nous disaient aller trop vite dans la rue d'Alzette. Et donc ça a été une interdiction future pour les usagers du vélo et des rollers d'utiliser la rue de l'Alzette qui est piétonne mais qui est sécurisée. On se sentait vraiment en sécurité, les familles également, d'utiliser cette rue centrale pour aller faire ses achats. Et ça a été une sanction, surtout pour les personnes qui utilisent le vélo gratuitement et qui roulent trop vite. Donc là, on pense qu'il y a vraiment un grand travail de pédagogie en amont au lieu de punir. En fait, c'est vraiment accompagner et éduquer les utilisateurs des vélos.
Et Friends, du coup, par rapport à cette réduction de trafic, on pense aussi que finalement, on a beaucoup de frontaliers tous les jours qui font l'aller-retour dans la grande région de manière générale. Quelles sont les solutions pour parer à ça? Parce que c'est embêtant pour les frontaliers d'avoir autant de bouchons, mais c'est aussi embêtant en centre-ville. Moi, je vais prendre le train le matin et je vois cette immense file de voitures. J'ai vraiment de la peine pour eux. Je me dis, c'est pas une qualité de vie qu'on souhaite à quelqu'un, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est rien de nouveau, c'est depuis au moins 10 ans, même plus, que les gens sont des heures et des heures dans leur voiture pour aller au boulot. Je pense que la grande région s'organise avec les trains, et les bus et le tram, mais c'est toujours encore plus rapide pour certaines, je pense, d'être assis 1 heure dans leur voiture qu'être assis 2 heures dans le train. Parce que dépendant d'où ils viennent, ils doivent changer 2 ou 3 fois peut-être le train. Moi, j'ai pas de solution pour ça. Moi, je me dis, pour le car sharing, c'est une voiture utilitaire pour faire les courses, pour aller au centre recyclage. C'est pas pour aller au boulot, tout à fait. Sauf exceptionnellement. Si on a un boulot où on doit aller exceptionnellement quelque part où c'est pas possible d'y aller, mais c'est pas pour aller tous les jours au boulot. Si quelqu'un vient chez moi et me demande est-ce que je peux utiliser la voiture tous les jours pour aller au boulot, je lui dis non. Le moyen au car sharing de réduire l'immobilité de la voiture, c'est de bien choisir le temps. Quand est-ce que je pars? À quel moment de la journée je vais utiliser la voiture pour faire mes courses, pour aller à Paris ou à Francfort? C'est aussi organiser et prévoir le trajet. Donc c'est vrai qu'en parlant de ça, on se demande aussi le télétravail, est-ce que ça peut être une solution? De se dire on fait du télétravail peut-être 2 jours par semaine ou 1 jour, ça peut quand même pas mal réduire. Si toutes les entreprises et tous les bureaux se mettent d'accord, quoi, que ce soit pas toujours les mêmes qui soient discriminés en disant non, tu peux pas faire de télétravail, non. Après, il y a des domaines où c'est plus difficile, mais est-ce que ça pourrait être une des solutions, par exemple? Le télétravail, ça empêche que les gens se voient. La relation humaine est importante. Ça peut faciliter un peu la vie, mais pour d'autres, c'est aussi une corvée, peut-être. Oui, c'est clair que ça dépend des gens aussi. Parce qu'on aime bien voir ses amis et échanger des idées, pas seulement virtuellement. Moi, je viens d'une école d'éducateurs à la fin, et on disait toujours le point le plus important d'une entreprise, c'est là où les gens boivent le café. C'est pas faux. Hein? Je confirme, ça nous manque en ce moment. Voilà, et si les gens ne se voient plus autour du café, les idées s'organisent différemment. On a vu de toute manière, donc avec le télétravail, ça a eu un réel impact. On a vu, même avec le confinement, les photos, voilà, les autoroutes complètement vides. Mais c'est vrai que cet impact social est très conséquent aussi. Après, il y a aussi tout le côté juridique qui n'est pas encore en phase avec l'évolution des besoins. Et je voulais revenir aussi sur un point que Franz a mentionné, c'est vraiment une cohésion de la grande région. Voilà, on est un pays qui accueille beaucoup de transfrontaliers. Donc, il faut aussi que les pays transfrontaliers se sentent responsables, en fait, de ce flux. Donc, les gares, frontalières, même Metz, Thionville, Audun-le-Tiche. Nous, on voulait mentionner aussi, vu que la CFL a parlé de supprimer cette liaison avec les trains pour remplacer par des bus. Après, j'ai eu quand même des retours que les usagers préféreraient parce que c'est pas encore très performant pour les personnes d'aller à la gare de Audun parce qu'il n'y a pas de parking, donc ils viennent en voiture à la gare et ils la laissent là-bas. Donc c'est vraiment un problème beaucoup plus large avec des petites notions qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, de chaque côté du pays et aussi au niveau des parkings, des lignes de train, des lignes de bus. Donc, c'est à différents niveaux, je pense. Oui, donc les parkings à la gare, justement, de pouvoir prendre, si on vient d'un petit village, la voiture jusqu'à la prochaine gare, pour éviter de complètement submerger les villes au Luxembourg et en même temps de partager un petit peu, de faire 10 minutes de voiture peut-être le matin et encore 10 minutes le soir et de pouvoir juste se poser, écouter de la musique ou même travailler dans le train. Ça, c'est aussi un immense avantage. Et au niveau du covoiturage, comment ça marche? Est-ce que les gens font du covoiturage ou ils sont totalement opposés à cette idée? C'est les gens eux-mêmes qui s'organisent. Pour le covoiturage, je ne peux rien dire. Moi, j'organise le car sharing. Je propose une voiture. Si les gens n'ont pas les moyens de rouler eux-mêmes, je leur propose de rouler moi-même. Mais là, je suis plutôt un chauffeur. C'est pas du covoiturage. En Suisse, on a aussi beaucoup de problèmes avec les régions transfrontalières près de Bâle, de Genève, etc. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises
qui du coup, parce qu'on a un gros problème à Genève par exemple, et du coup qui proposent vraiment de promouvoir le covoiturage, donc ils mettent en contact dans des grosses entreprises différentes personnes qui pourraient être intéressées. Et c'est vraiment essayer de promouvoir et de dire, bah oui, vous pouvez peut-être venir 1 heure plus tard et venir à 4 dans une voiture, ou réduire le parking au travail. Enfin, il y a des moyens de promouvoir cette façon de faire, quoi. C'est aussi aux entreprises de prendre des décisions, et je pense que c'est pas que aux individus finalement de porter toute la charge. Ben voilà, j'habite un petit village en France, comment je fais pour aller au travail? C'est pas que à moi de trouver la solution finalement. Sur les autoroutes belges, Luxembourg, maintenant il y a une piste pour le covoiturage. Ça c'est super. Où il faut être à 3 minimum pour pouvoir prendre cette piste. Moi je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais c'est ce que j'ai vu. Mais ça c'est un vrai encouragement par contre. Hein. Moi, je sais pas, mais je fais souvent le jeu de regarder combien de personnes sont dans une voiture quand je prends l'autoroute. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un vieux réflexe parce que moi, je suis une adepte du covoiturage. Donc, j'ai décidé de pas avoir de voiture depuis 2010. Et la majorité du temps, c'est une personne par voiture. Et c'est très compliqué justement de changer ses comportements parce que la voiture, c'est aussi la liberté. Voilà, je viens à l'heure que je veux et je pars à l'heure que je veux. J'ai mes enfants. Voilà, on a chacun un peu son planning individuel. Donc, c'est vraiment s'adapter et voilà, changer un peu nos habitudes, quoi. Donc, ça demande plusieurs adaptations. Le 1er mars 2021, c'était les 1 an de la gratuité des transports publics au Luxembourg. Et pourtant, ils ne sont pas autant utilisés qu'on pourrait le croire. Seuls 17% des déplacements au Luxembourg se font en transport public. C'était les chiffres de 2017 de transportpublic.lu. En 2019, on avait 25 millions de passagers en train, 4,4 millions de passagers en avion au Luxembourg, et on apprend que 69% des déplacements se font en voiture. Comment est-ce qu'on peut changer cela et valoriser les transports publics? Je pense que chacun il a ses préférences. Je ne peux pas forcer quelqu'un à prendre quelque chose qu'il ne veut pas prendre. Moi, les chiffres ne me disent rien. Moi, quand j'ai besoin d'aller en ville, je prends le train. Pourquoi est-ce que je prends le train? Parce que c'est beaucoup plus agréable. Si j'ai la voiture, je ne sais pas où la mettre. Et je suis embêté. Toute la journée, moi, je prends la voiture si j'ai quelque chose à transporter. Et dommage, j'ai souvent des choses à transporter. Mais quand j'ai des choses à transporter parce que mon boulot il est en ville, je ne trouve pas de parking pour charger mon matériel. Moi, je préfère aller en train. C'est une question de pratique, pragmatique. Mm-hmm. Pour parler des autres, moi j'en sais rien. C'est qu'est-ce qui motive les autres de ne pas prendre le train ou de prendre le train. Moi, je suis sûr, à 10h du soir, c'est les personnes qui sortent du boulot, surtout des boulots soi-disant pénibles. Les dames qui font le nettoyage, qui n'ont pas de voiture, qui prennent le train. Ce n'est pas tout à fait les personnes riches qui vont en train. Mais ce n'est pas un préjugé maintenant. C'est un constat peut-être juste. Je suis d'accord aussi avec France, c'est des très bonnes remarques. Nous, on est peut-être un peu plus radical parce que on veut justement faire un peu l'avocat du diable et dans cette radicalité aussi avoir un peu plus de pression justement sur les décideurs politiques parce que voilà, on a les moyens financiers. Donc pour moi, c'est plus une volonté aussi politique de pousser, en fait. Il y a tout un intérêt économique, surtout après une crise. On entend à la radio, très souvent, c'est les publicités pour acheter une nouvelle voiture, c'est pousser à l'achat, pousser au crédit. Dans tout ce système quand même très capitaliste, la voiture, ça a été un grand bien de représentation sociale, mais finalement, c'est aussi utile quand on finit tard le travail. On va pas se dire qu'on va peut-être rentrer en vélo parce que il fait nuit. C'est encore une question de sécurité et de possibilités. Tout dépend où on habite, etc. Dans notre car sharing, on n'achète pas de voitures neuves. On achète des voitures d'occasion, même parfois ils ne sont pas tout à fait écologiques. Mais ça permet quand même à des petites entreprises, comme des mécaniciens, à avoir du boulot et de ne pas jeter tout le temps des choses pour avoir quelque chose de nouveau. Oui, ça c'est un bon point, quoi. Le nombre de voitures neuves, j'ai pas fait les recherches pour ces chiffres-là, mais ça serait intéressant. Effectivement, il y en a quand même pas mal. C'est ce problème. Moi, justement, j'ai vendu mon van des années 90 parce qu'il passait pas au contrôle technique au Luxembourg. Et voilà, mon assureur m'a dit, mais vous savez, on a des prêts à très bas taux pour vous acheter une voiture neuve. Et j'étais, non mais j'essaie de combattre ce système, je veux pas rentrer dedans. Et après, ça fait boule de neige, quoi. Ce que je voulais dire aussi avant, c'est, je trouve que la voiture, c'est aussi, comme on est dans un pays riche, c'est aussi la vision, en fait, de la représentation. Enfin, c'est un accès aussi à
quelle image on donne à l'extérieur. On nous vend beaucoup ça, avoir une belle voiture, gagner son salaire pour avoir une belle voiture, pour avoir une grande maison au Luxembourg. Et on montre un peu qu'est cette possibilité-là aussi aux jeunes. Voilà, le vélo, c'est pas assez cool. C'est plutôt parce que justement, t'as pas les moyens de t'acheter une voiture ou t'as pas le permis. Les transports en commun, c'est pareil. Voilà. Pour moi, c'est un peu déconstruire aussi cette image de l'objet, en fait, qui est la voiture, qui représente la liberté. Voilà, on peut aller plus vite, plus loin. Donc voilà, c'est aussi plutôt au niveau sociologique, je pense qu'il faut éduquer. Et du coup, au niveau peut-être de l'aménagement du territoire, il y a des différences, des choses à faire en ville versus en zone rurale par rapport au parking, par rapport à justement les gares, où est-ce qu'on s'est placé, penser aux personnes qui peuvent rentrer tard le soir, etc. Si je prends mon cas personnel, pour moi, c'est très facile de faire le choix de ne pas avoir de voiture parce que j'habite à Esch et je travaille à Esch. Mais ça, je sais qu'au Luxembourg, c'est un luxe de travailler dans la même ville que son lieu de travail. Mais voilà, Franz aussi le disait, c'est très compliqué parce que les transports en commun, ils se centralisent après à Luxembourgville, mais il n'y a pas des zones directes, des lignes directes en dehors des grandes villes du Luxembourg. Donc c'est parfois 2-3 trains ou alors plus des bus. Donc oui, c'est tout un aménagement national qu'il faut revoir pour avoir des lignes plus directes, plus rapides. Et là, ça serait intéressant justement d'attirer en fait des nouveaux usagers pour les pousser à laisser leur voiture chez eux. On attend aussi, je pense, beaucoup de cette nouvelle ligne de tram qui fera Luxembourgville Belleval. Donc elle va suivre toujours l'autoroute qui sera quand même là. 2025-2030 ? Ouais, dans ces zones-là. Moi, ce que je trouve affolant, on m'a téléphoné pour demander qu'est-ce que j'en pense des nouveaux bus autonomes. Il y a des bus autonomes au Luxembourg, je ne suis pas au courant. Non, ils veulent instaurer, ou c'est des projets d'instauration de bus autonomes dans la grande région. Moi, peut-être c'est mon âge, je préfère avoir un chauffeur. Parce que ce qu'il appelle autonome, moi je trouve dépendance. Dépendance à une technologie, dépendance à tout un système qui coûte énorme. Et je me demande à quoi ça va servir. Les gens peuvent après, avec leur smartphone, appeler le bus au tact qu'ils ont besoin, qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est vraiment l'alternative, un bus organisé public? Et je crois qu'ils ont déjà fait un test avec une petite navette autonome à Luxembourgville. J'avais lu ça quelque part. Peut-être en complément à justement un bus toutes les 30 minutes par exemple. Si ça c'est possible aussi, ça peut rendre la ligne plus attrayante, quoi. Maëlle, 632 km de réseau cyclable au Grand-Duché, d'après transportpublic.lu, et pourtant le vélo ne représente techniquement que 2% des déplacements, d'après les chiffres de 2017. Est-ce suffisant ? Faut-il plus ? Et comment est-ce que l'usage du vélo peut être intéressant en ville ? 2%, c'est beaucoup trop peu. Il faudrait au minimum 20%. Certaines villes sont autour de 50%, comme Amsterdam, Copenhague. Donc pourquoi pas nous ? Mais il y a un chiffre qui est plus positif, c'est la progression du nombre de cyclistes en un an d'environ 40%. Donc cela montre clairement qu'il y a une envie, un besoin. Si on met en place des conditions réellement favorables, la part du vélo peut littéralement exploser rapidement. On a vu aussi avec la prime en fait proposée par le ministère des Transports pour acheter un nouveau vélo, un vélo neuf qui a explosé. Donc voilà, ça c'était pendant le confinement. Et donc voilà, c'est des preuves qu'il y a une grande demande au Luxembourg pour acheter un vélo mais aussi l'utiliser. Mais voilà, c'est comment on l'utilise. Quelle est la place des pistes cyclables, quel est l'espace en fait du cycliste. Et pour revenir sur le chiffre des 632 km, le mouvement Vélorussion pense que c'est plutôt un trompe-l'œil parce qu'il dit pas grand-chose sur la réalité des cyclistes urbains en fait. On est surtout sur des pistes cyclables liées au tourisme et les pistes et infrastructures urbaines donc pour les cyclistes sont largement déficientes et manque cruellement de cohérence. La piste sous le pont Adolphe à Luxembourgville est une réussite architecturale, mais après elle débouche en fait sur aucune autre piste cyclable, il n'y a pas de continuité. Donc c'est ça le problème en fait, il n'y a pas d'itinéraire cyclable fluide et cohérent pour aller d'un bout à l'autre de la ville. Et donc, nous, on souhaite un peu motiver ces changements et on veut que le vélo et les piétons soient prioritaires. Voilà. Est-ce que, par exemple, le fait d'augmenter les places de parking vélo, ça peut aussi inciter les gens? Parce que des fois, je me balade en ville et je vois qu'il y a des places de parking pour les voitures. Et moi, je suis avec mon vélo et je me dis « Ah, mais mince,
il faut vraiment que je cherche pendant 2-3 minutes un endroit où poser mon vélo alors que ça prend pas de place, quoi. C'est un peu comme le souci des transports en commun. On n'est pas sur une solution, on n'est pas que sur un problème. Voilà, c'est une plurimodalité qu'il faut apporter. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, les pistes cyclables, c'en est une, mais pas que. On est aussi sur des feux, en fait, comme il y a au Kirchberg, pour la priorité aux cyclistes. Mais voilà, les parkings à vélo, c'est très important. Il faut les développer. On essaye aussi de motiver les entreprises aussi. Voilà, avoir des parkings à vélo, mais aussi des douches, par exemple, pour motiver donc l'employé à venir en vélo. Et puis après, il sera plus à l'aise aussi s'il peut avoir une douche dans son lieu de travail. Maintenant, il y a moins d'activités le soir. Il y avait des cours de danse, il y avait des cours culturels le soir. Et je pense que beaucoup de gens n'aiment pas aller après 10 heures avec le train. Parfois, ça dure jusqu'à 10 heures, 11 heures, et ça devient de plus en plus tard pour certaines personnes pour se déplacer. Et ce changement vient, par exemple, si le train et le bus roulent plus souvent le soir, ou plus tard encore, jusqu'à 1 heure du soir, par exemple. Mhm. Oui, même ça aussi, ce travail entre le vélo, les usagers du vélo et les emplacements de vélo dans le train, c'est très important. Que ce soit dans les bus ou dans le tram ou dans le train, ça peut être, voilà, comme on disait au début, entre la voiture et le train, mais là, ça peut être aussi entre le vélo et le train, parce que parfois, c'est des trop grandes distances, et le soir, il fait nuit, on est fatigué, voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques non plus. Donc ça, c'est une bonne combinaison également. Là, les parkings à vélo CFL. Oui. Donc ça, voilà, ça, on peut mettre et sécuriser son vélo à l'intérieur d'une box. Donc, et ça fonctionne également avec la carte CFL. Il y a aussi un très bon service à la gare de Luxembourgville. À un moment donné, ils avaient mis des outils donc, pour réparer en fait son vélo, donc disponible gratuitement en plein air. Ça, on essaye aussi de pousser qu'il y ait plusieurs endroits en fait, pour réparer son vélo tout seul. Nous, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec la Maison des Jeunes de Chifflange et avec le projet Recycle Planet. Donc, à chaque Vélorussion, ils font un atelier de réparation vélo, mais en accompagnement, donc toujours avec un aspect pédagogique. Donc, on apprend en même temps à réparer soi-même son vélo. On a vu aussi, dans certaines villes au Luxembourg, il y a des espaces pour nettoyer son vélo, comme les car washing. Mais là, c'est bike washing. Nice. Et donc, voilà, c'est gratuit. Et ouais, c'est des petits services, mais qui peuvent beaucoup changer aussi la vie des cyclistes. Ouais, c'est clair, je vais au bike washing, quoi. La location de voitures se développe au Luxembourg avec Carlo, Flex Sharing, des CFL, et puis aussi la location de vélos, en fait. Donc, on a dans plusieurs villes, donc Luxembourgville, mais aussi à Esch, des services de location de vélos et des services de bornes de vélos électriques, donc on peut utiliser pour des petits déplacements au centre-ville, etc., qui sont vraiment pas très chers. Donc, Friends, toi, tu proposes une mutualisation de frais à des particuliers. Comment ça fonctionne finalement? Combien de personnes utilisent ce service pour l'instant à la coopérative? C'est difficile de dire combien de personnes. Il y a des moments plus importants, surtout des moments où il y a les congés scolaires. Il y a des parents qui veulent aller visiter leur famille, qui peuvent être à Paris ou à Francfort. Ça dépend. Nous, on appelle ça participation aux frais. On a des différentes formules. Un week-end, c'est 15%. Une semaine, c'est 25% du prix initial. Mais en même temps, on a aussi un prix solidaire. Quelqu'un qui ne peut pas se payer une voiture peut demander une réduction solidaire. D'accord. Et c'est les autres coopérateurs et membres qui vont soutenir par leur cotisation la participation à ces frais. Oui, à la fin, c'est un calcul pour rester dans les chiffres noirs et pas être dans les chiffres rouges. Nous, par exemple, si une personne casse la voiture, ben, tout de suite, on est dans les chiffres rouges. Oui. Parce qu'il faut de nouveau acheter une voiture, il faut la réparer, il faut la remettre en bonne forme. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de deuxième voiture à partager. Donc vous avez combien de voitures en tout, par exemple, à disposition? Ça dépend des temps. Pour l'instant, on en a deux voitures. D'accord. 2 Kangoo. L'année passée, on avait 3. Ça, c'était trop. Parfois, c'est trop, parfois, c'est pas assez. Et du coup, les gens, vous êtes basés à Dudelange. Oui, le siège, il est à Dudelange. Oui. Et comment ça fonctionne, les gens, quand ils veulent récupérer une voiture? Ils doivent passer sur place ou On se téléphone et on négocie. Moi, j'habite Bettembourg. Souvent, les gens viennent à Bettembourg. Parfois, j'amène la voiture
sur place. Parfois, les gens téléphonent à l'autre qui a déjà la voiture pour que l'autre ramène la voiture chez l'autre. Ça s'organise. Okay. Nous, on fonctionne avec l'auto-organisation. Quelqu'un dit j'ai besoin de la voiture, puis je dis c'est XY qui a la voiture, téléphone-lui et arrange-toi avec lui pour la transmission de voiture. Voilà, donc c'est petite organisation entre les coopérateurs, enfin les usagers des voitures. Alors, moi, je ne fais pas trop de pub, parce que je pense qu'avec 2 voitures, on a déjà assez de boulot, et ce n'est pas pour faire un grand business. Oui. C'est vraiment le partage d'un moyen utile. Oui, bien sûr. Le mieux, c'est de prendre le train. Mais on a aussi une remorque, par exemple. Ah, d'accord. On a une remorque et qui est souvent utilisée pour les petits déménagements ou pour aller chercher du compost. Oui. Aller chercher le compost avec le vélo, c'est limité. C'est limité. Parce que la remorque peut prendre jusqu'à 750 kilos de compost. Il y a aussi des remorques pour les vélos, mais 750, c'est beaucoup. Oui, non, c'était pour dire, c'est vraiment un objet utilitaire. Voilà, donc comme je disais avant, finalement, on a un développement du vélo de ville qui est proposé, donc où il y a des bornes partout dans la ville, à Luxembourg-Ville et à Esch. Je crois qu'il y en a ailleurs aussi. Donc on a vraiment une explosion un peu de ces offres partout en Europe et aussi au Luxembourg. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une application ou d'avoir une carte et de pouvoir ensuite prendre un vélo pour un petit trajet, que c'est gratuit pendant 30 minutes, voire 2 heures à Esch, et ensuite de pouvoir reposer le vélo dans une borne. Et ensuite, c'est bon, quoi. Tout ce qui est réparation, regonfler les pneus, etc., la recharge aussi, est prise en charge finalement par cette offre. Est-ce que les gens l'utilisent ici ? Cette explosion, est-ce qu'elle est liée à une prise de conscience ou c'est juste un truc pratique qu'on n'avait pas pensé avant? À Esch, c'est très utilisé. On en parlait justement. C'est même parfois difficile de trouver des vélos parce qu'ils sont tous pris. Donc, comme c'est un service gratuit, ça fonctionne très bien. 2 heures d'utilisation, c'est parfait pour faire le tour de la ville et aller faire ses achats, etc. Et voilà, c'est comme on disait au début, c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore le permis. Donc, c'est très utilisé par les jeunes à Esch. Esch a une population jeune en général aussi. Donc, c'est un super service et qui est pris en charge pour tout ce qui est réparation par le Siegel Esch. Donc qui gère les véloquets. Et donc là, c'est simple, il faut juste aller s'enregistrer à la commune et après, en fait, se faire une carte au Siegel Esch. Oui, et donc ça marche vraiment super bien. Et à Luxembourg-Ville, finalement, l'abonnement coûte 18 € par an, ce qui est vraiment rien comparé... je veux dire, on a vraiment des bornes partout dans la ville. Il y a quand même presque toujours des vélos, mais là, on a quand même beaucoup plus de vélos. À certaines heures, ça devient un peu plus compliqué. Et voilà, c'est gratuit la première demi-heure, et après 31 minutes, on paye 1 € pour la demi-heure ou l'heure. Donc, c'est vraiment accessible aussi, quoi. Et ça marche assez bien. Donc là, on a quand même des solutions qui sont mises en marche. Il y avait une dernière chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était qu'en fait, finalement, au Luxembourg, on a quand même certains soucis de santé qui reviennent, et notamment un taux d'obésité de 15,6% selon les statistiques officielles de 2017. Donc, est-ce qu'on pourrait relier finalement ces thématiques et se dire que si on promeut le vélo, c'est une possibilité aussi de faire face à un problème finalement de santé publique, de promouvoir le vélo, d'avoir moins de pollution en centre-ville, qu'on fasse plus de déplacements à vélo et donc aussi à pied, parce que les derniers trajets, on les fait plus à pied, qu'on ne rentre pas dans un bâtiment juste dans le parking directement. Est-ce qu'on peut, dans un aménagement du territoire intelligent, finalement, faire face à 2 problématiques en même temps? Tout à fait. Il y avait des docteurs qui ont fait, je pense que c'était les médecins du travail, qui avaient mis en avant justement qu'il y avait un souci où ils prennent les 30 minutes de sport par jour au minimum pour être en bonne santé. Mais dans la société dans laquelle on vit, en fait, on est dans une position souvent assise et nos déplacements sont très réduits parce qu'on sort de la maison, la voiture est dans le garage qui est dans la maison, donc on l'emprunte. On va prendre la voiture, on est assis, on est dans les bouchons, on rentre dans le garage de l'entreprise, puis après on monte avec un ascenseur à son bureau. Donc voilà, ça c'est un schéma un peu classique de notre société contemporaine. Et donc il y a des gros problèmes de santé. Et si on compare avec, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais en Suède, où là l'utilisation du vélo est très grande, dans les grandes villes comme Stockholm, il y a des chiffres de réduction de maladies cardiovasculaires, de réduction d'obésité, de réduction du cancer, et aussi de l'augmentation du sentiment de bonheur, en fait, d'amélioration de la condition de vie en ville, etc. Donc pour moi, ça aurait un réel impact. Et je pense que c'est soutenu aussi par le ministère des Sports, mais aussi par toutes les institutions qui sensibilisent sur la nutrition, via aussi le ministère de l'Éducation. Donc je pense que oui, ça peut vraiment aider.
La plupart des usagers de notre car sharing se déplacent pas souvent avec la voiture. Ils viennent 1-2 fois par mois chercher une voiture. L'autre temps, je suppose qu'ils vont à pied. Ils prennent le vélo ou autre chose. Et même pour venir chercher la voiture, ils se déplacent en train ou en bus. L'obésité, c'est aussi une forme, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va manger tous les jours. Nous sommes dans une surconsommation. Nous, Life ASPL et Life Coop essayent de réduire la surconsommation en favorisant le food sharing ou des projets comme ça. Donc, tu as mentionné que vous promouvez le food sharing. Comment vous faites ça? Vous avez un frigo solidaire ou bien... Life ASPL organise des colocations. Et dans plusieurs de nos colocations, on a un frigo. C'est en collaboration avec le food sharing. À Dudelange, on a un frigo et à Ingelsdorf, Angelsdorf. Les gens sont aussi parfois friganes et ils organisent tous les jours la bouffe qu'on jette. Ok. Mais ça, c'est un autre thème. Oui, mais après, les choses sont quand même assez liées. Moi, je trouvais que, bien sûr que l'obésité est liée aussi à notre alimentation, ouais. Mais le fait est qu'on est de plus en plus sédentaire et que le fait de réinsérer un peu plus de mobilité avec marcher, faire du vélo, prendre les transports qui va forcément nous pousser à faire une partie à pied, ça peut aussi être une solution parce que s'asseoir et on veut le modèle américain. Comme tu disais, Maëlle, je m'assieds dans ma voiture, je vais au travail, je m'assieds encore, je remonte en ascenseur. Je sors pas forcément à midi parce que c'est pas fait pour marcher, donc je vais reprendre ma voiture. C'est vraiment aussi un modèle, quoi. Manger soit dans la voiture, soit devant l'ordinateur. Et là, ça rejoint aussi ce que disait Franz au début par rapport aux relations sociales, en fait. Donc on est complètement individualisé dans notre mode de vie sédentaire, alors que si on est en transport commun, même le vélo, c'est une grande communauté, en fait, où on s'entraide. On a aussi des jardins. Parfois, il y a des maisons qui ont un jardin et les gens qui habitent là essayent de bêcher ou de faire quelque chose de leur petite terre qu'ils ont. C'était les Transition Talks de mars 2021 sur la mobilité avec Franz Azeri de l'ASBL Life et Maëlle Le Petit de Vélorussion, présenté par Yasmine Labidi, produit par Gohar Shoayan à Radio Ara, par Transition Minette avec le soutien du CEL. Les prochains événements de la Vélorussion. Le 27 mars, c'est le Critical Mass à Dudelange. Le 21 mai, c'est le Bike Night à Esch. Le 3 juin, c'est la Journée internationale du vélo qui est soutenue par l'association Pro Vélo. Et n'oubliez pas d'aller checker Esch Biken, une association qui promeut le vélo safe à Esch. On a piqué votre curiosité et vous ne pouvez pas attendre le prochain épisode pour en savoir plus. Je vous propose quelques pistes ici pour aller plus loin sur le sujet de votre côté, en attendant la prochaine session. Un livre, Le Tour du monde à vélo, de Françoise et Claude Hervé, dans les éditions J'ai lu de 1999. 14 ans passés à voyager à vélo, en famille, en couple d'abord, puis avec leur petite fille, c'est intéressant. Un récit, On a roulé sur la terre, du fameux Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Un documentaire, L'incroyable périple à vélo au Tadjikistan avec Claude Martaler, un Suisse parti sur son vélo. Ce documentaire est dispo sur YouTube. Et si vous avez envie d'avoir des nouvelles intéressantes aussi, la radio Zinzine, radio autogérée basée en Aix-en-Provence. C'est une radio engagée sur des thèmes sociaux en français et en allemand. Vous trouverez toutes les références sur le site de Radio Ara. Wir können halt zu Lützburg eigentlich genug erneuerbare Energie schaffen an allen Domänen für als Besoin zukünftig zu decken. Wenn wir glauben, dass wir weiterhin so Konsum betreiben können und so konsumieren können, wie wir es gerade tun, dann laufen wir einfach gegen die Wand, weil es geht einfach nicht mehr so weiter. Also wenn man möchte, dass sich etwas ändert, dann muss man sich natürlich auch anders verhalten. Enfim, são esses homens e mulheres que já estão provocando, na verdade, porque essa transformação já está acontecendo e que vão provocar a transformação do mundo para um mundo mais justo e solidário. Together, we can decrease our ecological footprint and brighten our future. Reducing our environmental impact can improve our entire quality of life. C'est arrêter d'attendre que le politique prenne des décisions, c'est le citoyen qui change les choses, mais pas pour lui tout seul, mais pour sa communauté.
Transition Talks.